l'objectif, l'idée de ce premier échange, c'est vraiment voilà, de balayer de manière assez générale cette notion du voyage engagé. Qu'est-ce que ça représente pour vous? De quelle manière vous l'avez mis en place, mis en pratique au sein de votre projet? Donc c'est parti. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser 1 minute chaque projet pour vous présenter. On va passer ensuite une vidéo pour chacun des projets, donc sauf les Vagabonds de l'énergie, mais il va faire un spectacle comme si c'était une vidéo. Et ça va remplacer. Et puis je vais avoir des petites questions aussi spécifiques pour chacun de vos projets. Donc ça, c'est la première partie de l'intervention. Et après, on pourra échanger évidemment entre vous et nous et eux surtout sur cette notion de voyage engagé. Peut-être que si vous êtes là, c'est que vous vous posez des questions, vous avez envie de partir en voyage, envie de changer vos pratiques et pourquoi pas de vous inspirer de ce qui est fait. L'idée dans cet échange, c'est aussi de montrer qu'il y a évidemment plein de façons de le faire. Et voilà, on va les découvrir ensemble. Et bah, Agathe, est-ce que tu veux commencer? Ah, c'est bien comme ça. Bon, ben, moi c'est Agathe, je suis toute seule pour représenter notre collectif qui s'appelle Inspiration Citoyenne. On est 3 filles étudiantes dans des domaines différents. Moi je suis ingénieure agronome et mes 2 collègues étaient... Une collègue Léa était en école de commerce, elle a arrêté depuis notre voyage. Et Perrine a fait des études de com et maintenant elle est dans le développement territorial. Voilà, donc on était 3 étudiantes, on se posait beaucoup de questions, à chaque fois qu'on se revoyait on refaisait le monde. On n'avait qu'une envie, c'était de ressortir de nos zones de confort. Et on a pris toutes les 3 une année de césure dans nos études, donc une année de break pour des projets personnels, mais aussi pour une envie de partir ensemble, se refaire des souvenirs, re-questionner plein de choses et croiser nos 3 regards. Et donc voilà, on est parti au Panama et au Costa Rica pendant 2 mois, pendant 6 semaines plus exactement, avec une envie de questionner les personnes qu'on allait rencontrer là-bas sur leur implication au niveau de l'environnement. Qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qu'elles font comme projet, aller voir des projets inspirants et que ça nous serve à nous, que ça nous enrichisse dans notre année, mais aussi pouvoir le filmer et le partager à d'autres en revenant et filmer aussi en France. Donc voilà, notre moyen c'est un documentaire qu'on a produit et dont vous verrez le teaser tout à l'heure. Voilà, globalement. Non, on va le voir maintenant. Ah, on va le voir maintenant. Alors, je me permets un petit clin d'œil, mais moi aussi, j'ai passé une partie de ma jeunesse chez les scouts. Et donc, du coup, j'étais d'autant plus content de t'accueillir que moi, ça m'a éveillé une bonne partie de ma conscience environnementale, les scouts, et aussi de ma conscience citoyenne. Et donc, je trouve ça hyper intéressant, et ça montre aussi que les scouts ils s'ouvrent, hein, parce que c'est souvent au milieu que quand on n'y est pas passé, on a du mal à appréhender, du mal à se rendre compte de ce que c'est, et voilà, les scouts, c'est un peu bizarre, quoi. Et ce projet-là, je le trouve chouette, d'autant plus qu'il montre que les scouts s'intéressent vraiment à ce qui se passe dans le monde et à la société dans son entièreté. Et voilà. Comment en tant que scout, vous l'avez vécu, ce projet? Comment vous l'avez développé? C'est vraiment dans ce milieu-là que vous l'avez imaginé à l'origine? Donc nous, on s'est connus par ce biais-là, et comme tu l'as dit, on a un peu eu le même parcours. C'est vraiment être élevé au contact de la nature et à ces questions citoyennes et à questionner notre place dans la société via ce mouvement de jeunesse qui nous a fait déjà nous rencontrer et nous questionner toutes les 3 en même temps. Et donc c'était un bon moyen de repartir ensemble, pas totalement dans le cadre des scouts, mais d'aller rencontrer des personnes, notamment scouts à l'autre bout du monde, parce qu'il faut savoir qu'il y en a dans chaque pays. Et donc c'est vrai que dans le documentaire, il y a une partie sur l'éducation, et on a interviewé des encadrants du scoutisme, notamment au Panama, qui, par l'associatif, s'impliquent à former des citoyens conscients des problématiques et acteurs du monde qu'ils veulent construire. Mais je pense que notre film, il n'a pas vocation à juste parler du scoutisme ou juste parler à des scouts, loin de là. Ça traite vraiment plein de problématiques, dont l'éducation, mais pas que. Mais c'est vrai que ça s'intègre là-dedans. Et aussi, ça s'est pas vu dans le teaser, mais on parle aussi de religion dans ce film, notamment par la religion catholique. Mais on est arrivé dans un pays, quand on est arrivé au Panama, c'était les JMJ, c'était les Journées mondiales de la jeunesse. Du coup, c'est un événement qui rassemble des jeunes du monde entier autour de la religion.
Et donc pour nous, c'était une première étape pour aller questionner des jeunes du monde entier sur l'environnement et sur leur foi. C'est vrai que des fois, ça questionne un petit peu et on en discute beaucoup quand on fait des diffusions de ce documentaire. Mais c'est aussi une façon de voir la question écologique dans son ensemble. Voilà. Mais ça, pareil, ça n'a pas vocation à parler qu'à des croyants, loin de là. Mais en tout cas, à questionner notre rapport. Vous êtes allé chercher ce type de public, des personnes croyantes spécifiquement, ou c'était pas la volonté voilà. Est-ce que ça faisait partie de vos objectifs dans le voyage? Non, pas du tout, mais c'est vrai que ça nous est revenu parce que on a vu beaucoup de... Enfin, au Panama, on est tombé avec beaucoup de personnes qui, quand on leur parle votre environnement, dans quoi vous vous impliquez, nous parlaient beaucoup, je m'intègre de leur foi et comment l'écologie, ça parlait directement à leur relation au monde. Donc ça nous a un peu étonnés. Nous, peut-être qu'en Europe, on n'a pas souvent ce lien-là, ou en tout cas on ne le verbalise pas facilement, notre lien à notre spiritualité. Donc puisque ça nous a marqué dès le début, on ne pouvait pas ne pas le mettre dans le film, mais voilà, c'est revenu quand même dans nos interviews de temps en temps. Vous m'avez dit aussi dans nos échanges que finalement c'était presque impossible de mettre ce sujet-là de côté parce qu'en Amérique latine, il y a beaucoup plus de croyants qu'ici, ou peut-être de pratiquants en tout cas. Oui, c'est vrai que ça nous a marqué et oui, ça nous a marqué, et quand on leur posait la question de dans quoi vous vous engagez, comment l'environnement pour vous, voilà, c'est quoi votre lien à l'environnement, et il y avait la question de la spiritualité qui revenait souvent. Mais voilà, ça s'intègre bien dans les débats quand on montre le film en France, et voilà, ça nous fait réagir, mais c'est intéressant. Merci beaucoup. Donc on reviendra sans doute sur votre voyage à travers les questions du public tout à l'heure. Cycling for Earth, donc vous êtes 3 ou 4, je sais plus, 4 je crois en tout, c'est ça? 3. Oui, bonjour à tous, Nicolas. Bonjour. Nous sommes 3. Vous êtes 3? Oui, nous sommes 3. Et donc vous avez sillonné une partie de la France en vélo à la recherche d'initiatives locales, c'est ça? Oui, en 2 mots, le pitch c'est qu'est-ce qu'on va faire, où on va, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire, pourquoi on en est là, enfin toutes les questions qu'on peut se poser, auxquelles on est beaucoup soumis, qui sont un peu angoissantes, enfin voilà. Il y a tout un climat qu'on connaît un peu tous, et dans cette recherche de questions et de réponses, je me suis dit au départ, ok, je vais aller voir ce qui se passe en vrai, sur le terrain. Est-ce que je me voile la face? Est-ce que c'est moi qui ai envie de croire qu'il y a un vrai mouvement de fond qui est en route et qu'il y a quelque chose d'assez grand qui est en train de se passer? Est-ce que je veux juste confirmer mes croyances en ne voyant que ça? Ou est-ce que c'est une réalité du terrain? Du coup, de là, les choses s'engrangent, je commence à balancer partout que je pars en vélo cet été, je vais aller voir ce qui se passe, et je dis, si vous êtes chaud, venez avec moi, et puis en fait, je rencontre Johan. Donc c'est vraiment parti de toi l'initiative à l'origine? Ouais, dans l'idée, je voulais partir, voilà, voir, mais je me suis dit, ok, je vais voir, mais je ramène quoi? Je ramène quoi? Je vais pas aller dire à tout le monde, ouais, alors j'ai fait ci, j'ai vu ça. En fait, ce que j'aurais vécu pendant ce voyage, j'aurais pas pu le raconter, parce que finalement, une expérience, ça se raconte pas tellement. Et c'est là qu'intervient Johan. Formidable, belle transition. Et donc bonjour, donc voilà, moi je suis réalisateur vidéaste, on m'appelle aussi JBac, et je suis spécialisé culture environnement, et notamment clip engagé. Là je crois que vous avez entendu Calune, c'est ça? Ouais. Bon, j'ai réalisé 3 de ces clips par exemple, voilà, et c'était je crois en 2018. Tout d'un coup je me dirais ça me plairait bien de reprendre les routes à vélo, mais bon, j'ai pas trop de sujets, j'ai envie de partir à vélo, filmer. Et là, tout d'un coup, je rencontre Nico qui me dit moi j'ai un sujet, je cherche un caméraman, prêt à me suivre. J'ai fait banco, on y va. Et du coup, 10 mois plus tard, on était sur les routes. Nickel, on regarde votre teaser. Allez, c'est parti. J'ai une première question très très concrète pour vous, qui m'est venue à l'esprit quand j'ai regardé votre teaser. Il y a toute une série de partenaires, de logos qu'on voit sur vos images. À quoi ça sert d'avoir des partenaires pour un projet de voyage? Et qu'est-ce que ça représente comme implication, comme boulot et comme échange avec eux, etc. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous en faites? Ouais, à quoi ça sert? En fait, l'objectif de base du projet, c'est d'ensuite, avec ce documentaire qui va sortir en novembre,
d'aller dans les écoles, les entreprises, les festivals, les associations, partout où on voudra bien entendre ce message, où on pourra le porter, et de discuter, de porter ce message. En gros, cycling, c'est un relais de plus, mais un relais. On n'en manquera pas, on en a besoin, donc de toute façon tout est bon à prendre. Et en fait, l'objectif d'avoir autant de soutien, c'est de créer des liens, en fait, de clairement mailler ce réseau, de tout ce réseau d'initiatives comme les Vagabonds, par exemple. C'est une initiative, en fait, je pense qu'on a besoin, comme je dis dans le reportage, de résilience. Ça passe par les liens entre nous, entre toutes ces actions individuelles qui forment une grosse action collective de fond. Et voilà, c'est ça l'objectif principal. Donc en fait, le boulot de fond, c'était on a contacté ces alternatives, ces mouvements, ces initiatives. On a discuté, on leur a demandé pour certains, est-ce que ça vous intéresse d'apparaître en échange de vous nous diffuser sur vos réseaux, vous nous aidez à nous rendre visibles. Et vous, en échange, on porte votre image. Ou alors, il y en a qui nous ont proposé des projections. Les échanges, en fait, il y a toujours quelqu'un qui a un besoin. Quand nous, on exprime ce dont on a besoin, il y en a un autre qui va dire bah tiens ça m'intéresse. Enfin, voilà. Après c'est parti, la dynamique est lancée. Donc là il y a des diffuseurs, il y a des annonceurs, il y a les initiatives qu'on a visitées. Voilà, il y a différents types de partenaires. Donc pour nous c'était important de mailler nos images, qu'on fasse une grosse image commune. Et vas-y on y va quoi. C'est que du partenariat un peu comme du troc comme tu viens de le dire, ou il y a aussi des partenaires financiers un peu plus classiques? Oui, c'est essentiellement du troc de services. Financier très peu, ouais, services et communication quoi en fait, en gros. Après financier, bah il y a les crowdfunding, tu vois, il y a KissKissBankBank et Helloasso, c'est les deux crowds qu'on a lancés. Et puis il y a TE qui est une entreprise qui a été un peu un mécène dans l'aventure. Donc via son fonds de donation, ils ont mis la main à la pâte et ils nous ont aidés. Et comment vous y êtes pris pour tisser tout ce réseau de partenaires? Là, je te laisse répondre. Ah bon, on aurait dit l'inverse. De mon côté, c'est vrai que moi, vu que je suis réalisateur et je fais pas mal de spots promotionnels pour promouvoir en fait des associations, des initiatives des fois citoyennes, des mouvements, etc., des collectifs, en fait, je suis en contact avec pas mal de groupes. Et donc déjà à partir de là, on a eu quelques connexions. Après, il y a eu tous ceux qu'on a rencontrés dans ce voyage. Et après, il y a tous ceux que tu as trouvés aussi, Nico. Ouais, en fait, quand tu bouges quelque chose, ça bouge de partout. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Enfin, si je peux passer un petit message comme ça, en fait, c'est ça. Moi, je m'étais jamais vraiment lancé dans un truc voilà, comme ça, à fond. Et là, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir et j'ai aimé ce que je faisais, donc j'y suis allé. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les interrogations que j'avais au départ, les trucs, je me suis dit, mais en fait, ça, je sais pas faire, ça, je sais pas faire. J'y suis allé quand même, et en fait, tout ça, ça se débloque comme un château de cartes. Parce qu'il y en a un qui te dit, bah ouais, moi, je te propose ça, truc. En fait, le projet, il se construit après un peu tout seul en fonction de ça, quoi. Ça chemine tout seul, et je pense que tu as peut-être vécu quelque chose d'assez proche, du coup. Enfin, voilà. En y allant, ça va, quoi. Super, merci beaucoup. On passe au troisième projet présenté. Donc Antoine, des Vagabonds de l'énergie. Donc, tu nous as contacté, les Vagabonds, il y a quelques années, parce que tu avais envie de partir en voyage. Et donc tu étais tombé sur notre association, c'est ça? Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc oui, donc moi comme Agathe, en fait, je suis en école d'ingénieur aussi, dans la partie dans l'énergie. Et donc j'avais envie de voir le monde d'un autre œil que celui de l'œil d'un élève en école d'ingénieur. Et donc justement j'avais envie de faire ce tour d'Europe en stop et d'y mêler un intérêt, une curiosité d'aller voir les gens, les citoyens, de voir ce qu'ils faisaient par eux-mêmes et les implications qu'ils pouvaient avoir dans le domaine de l'énergie, donc que ce soit dans des low-tech, dans de l'énergie renouvelable, par des coopératives, juste des personnes individuelles, et aussi des démarches un peu plus globales qui englobent des démarches prises par des municipalités, en prenant en compte les citoyens et en les impliquant vraiment. Et donc c'est parti de cette base-là. Et ce qui fait que je suis parti 1 an, à la base j'avais prévu de partir 6 mois en Europe et 6 mois en Amérique du Sud. Et je me suis très vite rendu compte qu'en faisant mes 2 premiers mois en France, ça allait pas du tout être possible. Donc je suis parti 1 an en Europe, en stop, et j'ai fait la France, la Belgique,
l'Allemagne et je me suis arrêté au Danemark, donc à cause du Covid et du confinement. Mais voilà, donc c'était mon projet. Et du coup, en arrivant chez les Vagabonds de l'énergie, eh bah, forcément, ton projet, tu l'as pas créé, enfin, tu l'as créé de zéro, mais tu as intégré un collectif quand même. Donc ça veut dire que t'es pas rentré dans un moule, mais forcément, tu t'es identifié. Du coup, en tant que Vagabond de l'énergie, tu as rejoint un collectif avec des valeurs, avec un fonctionnement. Même si, bon, quand un projet est proposé, il y a une grande part de liberté, forcément. Mais voilà, comment tu l'avais appréhendé ça, comment tu l'as vécu, le fait d'arriver dans un collectif. Est-ce qu'on t'a freiné à des moments, en fait, en t'imposant des choses, peut-être? Je n'ai pas du tout été freiné, ça m'a plutôt aidé justement à centrer un peu mes problématiques. Sachant qu'au début c'est assez marrant, moi j'étais parti pour faire vraiment un projet comme ce qui a été fait par Robin et Arnaud, les deux premiers voyageurs, donc il y a 10 ans, 11 ans. Et j'étais parti pour aller voir juste curiosité d'ingénieur en fait on peut dire, d'aller voir des projets techniques, aller voir les gens qui s'y impliquent dedans, et un maximum de projets pour avoir une idée de ce qui se passe. Et je ne pensais pas forcément faire de rendu public. Et donc au bout de 6 mois de préparation, je me suis dit mais tiens, est-ce que d'autres personnes ont fait un peu des projets comme ça quoi. Donc j'ai tapé sur internet, j'ai fait une recherche internet, je suis directement tombé sur les Vagabonds de l'énergie et là ça m'a fait super plaisir parce que ça m'a permis d'aller voir des gens qui avaient déjà fait ça, leur demander comment c'était passé. Et il se trouve que comme ils avaient déjà fait un voyage de préparation avec des choses techniques et qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait plus un intérêt d'aller vers des questions culturelles, politiques et sociales, d'implication des personnes, des citoyens dans la transition et dans les énergies renouvelables. Là, je me suis dit que c'était plus intéressant de partir sur cette thématique-là, donc ça m'a permis de me cadrer. Et ça m'a aussi permis d'avoir du matériel vidéo, du matériel captation sonore et une visibilité sur un site internet. Et donc ça m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Parce que ton objectif, du coup, c'est de faire de la vidéo avec ce que tu as rencontré pendant ton voyage. Donc voilà, j'ai eu quelques projets et le but c'est de faire de la vidéo. Il y en a quelques-unes de disponibles et je dois encore travailler dessus. Et donc voilà, c'est vraiment de faire de la vidéo pour l'aspect pédagogique sur ces projets-là, quoi. Alors, t'as pas encore de teaser, mais est-ce que tu as un ou deux exemples de projets que tu as rencontrés et dont tu auras envie de nous parler en 1 ou 2 minutes? Donc le premier projet où j'ai fait une vidéo, c'est un séchoir solaire, donc c'est vraiment par hasard où j'ai été hébergé chez de la famille qui m'a dit mais tiens, dans ton projet, nous on a un ami qui fait un séchoir solaire qu'il a construit lui-même, et ça m'intéressait beaucoup, quelqu'un qui a pris une initiative par lui-même de s'impliquer dans les domaines de l'énergie. Donc je suis allé voir ça et ça c'était très intéressant. Et sinon un projet qui m'a beaucoup intéressé aussi, que pareil en fait, c'était pas du tout prévu, je devais aller voir un autre projet, c'était en Allemagne. Au sud de Berlin, et j'étais à l'ouest de l'Allemagne et juste au dernier moment je me suis rendu compte qu'il y avait un projet similaire et beaucoup plus intéressant qui existait à 10 km de là où j'étais. Et là c'était une communauté, la commune de Saarbeck, qui est partie d'une initiative citoyenne où juste des personnes, des citoyens d'Hambourg se sont dit tiens, on va installer des panneaux solaires dans la commune. Donc c'est parti comme ça, d'autres personnes ont rejoint le mouvement, ils ont créé une coopérative. Et il se trouve que 2, 3, 5 ans après, il y a eu une démarche de la région de chercher une ville pour faire un test, de lancer une ville qui produit sa propre énergie avec de l'énergie renouvelable. Et comme il y avait déjà des dynamiques locales et que la municipalité s'est emparée du projet, enfin s'est emparée de la dynamique locale, ils ont pu gagner cet appel à projet et lancer quelque chose qui est assez phénoménal, où ils devaient avoir 100% de la production de l'énergie en 10 ans. Et en 4 ans, ils avaient atteint 300%, quelque chose comme ça. Donc avec des choses vraiment intéressantes avec des dynamiques locales. Ce n'est pas des entreprises qui sont arrivées, qui ont posé leur projet, et voilà. Et c'est ça qui m'a intéressé. Très bien, merci beaucoup. Ce que je vous propose dans cette deuxième partie, c'est du coup de vous poser aux 3 projets des questions, les mêmes questions auxquelles vous pourrez répondre chacun. J'ai quelques questions en stock, mais l'idée c'est que vous puissiez échanger avec eux. Le but de ce festival, en plus de parler de la transition écologique et de tous ces sujets-là à travers le voyage, c'est aussi de donner envie de voyager différemment et de créer, pourquoi pas, vous-même des projets engagés. Donc peut-être que vous avez des questions à leur poser. On a 3 projets assez différents, autant dans la forme de voyager que dans le fond, qui ont été cherchés dans des endroits hyper différents, des initiatives qui ont parfois sans doute rien à voir, donc n'hésitez pas à les questionner sur ce qui vous intéresse. Voilà.
Moi j'ai une première question, enfin ma première question c'était d'où vient votre envie, mais je pense que vous l'avez tous déjà quand même plutôt expliqué et exprimé tout à l'heure. Donc la question que j'ai envie de vous poser c'est, au-delà de l'envie, qu'est-ce qui a été le déclic, qu'est-ce qui vous a permis de vous dire allez ça y est je me lance. Avoir l'idée parfois ça suffit pas, il faut une étincelle pour oser se lancer. Et voilà, quelle a été votre étincelle à vous? Je sais pas qui veut répondre en premier, on n'est pas obligé de faire dans l'ordre qu'on a suivi jusque-là. Ouais. Moi, ça a été deux événements assez forts en fait qui m'ont marqué. En matin, en fait, bon, ça fait quelques années que ça commence à me travailler un peu cette histoire. Je me dis il y a quelque chose quand même qui chauffe, ça prend une trajectoire bizarre. Mais je me lève un matin, je mets la radio et là j'entends que c'était il y a plus de 3 ans qu'un certain président américain déclare l'urgence financière pour construire son mur. Et là je me dis, non, là je comprends pas, ça m'a fait complètement bugger, c'est pas possible qu'on puisse mettre des priorités sur des trucs comme ça. Donc là je fais, attends, donc ça veut dire que là c'est sûr qu'en fait ils feront pas, enfin ceux qui sont décisionnaires, qui ont le plus de capacité de faire changer le truc, donc là c'est sûr, c'est clair, ça viendra pas d'eux. Donc je me suis dit ok, à partir de là pour moi c'était clair que ça viendra des citoyens, ça m'a paru évident. Je me suis dit ok, bon bah voilà. Et le deuxième événement c'était la démission de Nicolas Hulot. Je me suis dit ok, s'il y a un mec qui a envie, il peut pas, pour différentes raisons, et qui s'en va, c'est sûr, c'est à nous de le faire. Donc bah on va le faire. Et moi ma démarche de fond c'est ça. C'est de dire ok, nous on va le faire et je voulais voir bah, ok comment on peut faire en tant que citoyen quoi. Est-ce qu'il y a les théories de masse critique, ok il y a plein de choses, mais ok en vrai ça se passe comment, qui fait quoi, ok donc l'idée c'est pas on va pas détruire un système, c'est ok on va faire ça, on va faire notre propre truc. Moi je le vois comme ça, donc je voulais voir si d'autres personnes le voyaient aussi comme ça et ceux qui avaient commencé à bouger, comment ils avaient bougé. Et vers où on pouvait aller ensemble. Et du coup, c'est un peu la réponse que je cherchais. Et au travers de ces 14 initiatives, j'ai une idée un peu plus claire de ce qu'on peut faire, comment on peut faire et où on peut aller. Donc voilà, c'est à venir bientôt. C'était les déclics. Nous, du coup, c'était un déclic à 3. Finalement, c'était une opportunité d'un moment. Quand on m'a demandé est-ce que tu veux faire une année de césure, donc prendre une année dans tes études pour faire autre chose, je me suis dit oui, autre chose, c'est vrai que c'est une super opportunité de prendre une année. J'ai de la chance de pouvoir le faire en tant qu'étudiante, mais pour faire quoi? Et en fait, j'étais perdue, il y avait trop de choses que j'avais envie d'aller voir, trop de projets, est-ce que je pars à l'étranger? Oui, mais toute seule, ça fait peur. Et là, j'ai 2 copines qui m'ont dit nous aussi, allez, vas-y, on prend une année, on se pose aussi les mêmes questions. On se pose des questions différentes, mais on va s'enrichir. Et donc on dit ok, on part où? Comment on définit le pays où on part? Venez, on sort vraiment de notre zone de confort. On part dans un pays où on ne parle pas la langue. Ok, je parle pas espagnol. Bon, moi non plus. On n'a qu'à partir, l'Amérique centrale, là, trop cher. Écoute, l'Amérique latine, pardon, trop cher les billets d'avion. L'Amérique centrale, c'est moins cher. On va partir, on sort de notre zone de confort. Oui, mais quand même, on va s'enrichir d'expérience nous. Mais ce serait bien d'en faire profiter les autres, tous nos copains étudiants qui, eux, n'ont pas pris l'année de césure parce qu'ils finissent leurs études, ou tous les d'autres personnes à qui on pourra peut-être partager ces expériences. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, ces rencontres, on va les filmer, on verra ce que ça donne, on ne sait pas qui on va rencontrer, mais on va filmer ça, et peut-être que ça intéressera d'autres personnes après. Et maintenant, on le diffuse, donc le documentaire est créé maintenant. Mais voilà, c'était un déclic qu'on a eu il y a plus longtemps ensemble, mais là c'était un moment, une opportunité, et on s'est dit allez, on sait pas où on part, mais on y va quoi, et toutes les 3. Voilà. Donc ouais, moi c'était un peu comme Agathe, j'avais l'année de césure, donc j'avais une échéance, je me suis dit l'année de césure, c'est l'occasion de partir. Et c'est pareil aussi, j'avais ce besoin depuis quelques années où je me disais tiens, j'aimerais bien faire un tour d'Europe en stop. Je ne sais pas d'où ça venait, en fait, c'était assez marrant. Et en plus, il y a beaucoup de questionnements qui se posaient sur nos sociétés, sur plein de choses en fait. Donc une curiosité déjà qui était présente, et je me suis dit que c'était l'occasion d'en rêver pour faire ça maintenant. Et donc évidemment, je me suis préparé pendant 1 an, et au moment du départ, j'étais pas du tout prêt pour moi.
Et je pense que le fait que j'ai une échéance de me dire, bon, bah, en septembre, c'est mon année qui commence, je commence mon année de césure, bah, je suis parti. Et en fait, c'est ça qui m'a poussé vraiment à partir voyager. Et je me suis rendu compte qu'au final, on n'est jamais prêt pour partir et qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à nous lorsqu'on voyage et qu'on va vers les personnes, qu'on leur présente en fait, nos intérêts, notre projet, qui disent ah bah tiens, moi je connais ce projet-là, ça pourrait être intéressant, et en fait on découvre énormément de choses. Donc un projet comme ça, même si on sent qu'on n'est pas prêt et qu'on se dit qu'il faut faire ça minutieux dans la préparation, en fait, faut vraiment avoir l'envie, c'est ce qui prime. Après la préparation, voilà, c'est du bonus, quoi. Merci. Est-ce que vous avez déjà des questions que vous avez envie de poser à nos porteurs de projets? Alors, Hélène, je vais avoir besoin de toi, on va devoir lâcher un micro qui servira à circuler dans la salle, désinfecté par Hélène, merci. Alors j'ai posé une question pour ceux qui sont partis en cycle, avec le cycle. Quel a été pendant tout le voyage le moment qui vous a, le plus insolite, les rencontres la plus insolite ou une histoire la plus insolite ou celle qui vous a marqué par rapport à ce qui se passe, voilà. C'est une petite anecdote mais insolite. Merci. C'est pour tout le monde ou c'était pour... Pas pour tout le monde, mais je pense par le cycle après. Bon bah on fait tout le monde, ça, Voilà. pourquoi pas. Pas de charme. Allô? Oui. C'est au cas où. Là, tout d'un coup, ça me fait penser à un moment où, en fait, nous, à vélo, on a traversé l'Auvergne. Il faisait quasiment 50 degrés. Et du coup, avec des montées incroyables. Et bon, même si on avait fait un peu de vélo, enfin, un peu moins que Nico, à ce moment-là, vraiment, moi, je me souviens de côtes qui n'en terminaient pas. Pédaler comme ça, et c'était tellement dur que je criais. D'ailleurs, Nicolas croyait que c'était un sanglier qui mourait à côté. Vraiment, je donnais tout ce que j'avais, et je suis souvenu au moment où je suis arrivé au sommet. Bon, bien sûr, hein, j'étais content, soulagé, et je me suis fait cette réflexion. Bah voilà, en fait, ça doit être ça, en fait, l'effort qu'on doit faire dans la transition. Ça va être un effort comme ça surhumain si on veut s'en sortir. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un effort surhumain. Et voilà, je me suis fait cette parallèle-là. Voilà, on doit faire ça finalement si on veut réussir à changer les choses. Bon, je sais pas si c'est une bonne histoire, mais on est où? On va gravir des montagnes en tout cas. Voilà, c'est ça. T'en as une, Nico? Ouais, j'en ai une. En fait, c'est pas mal un ressenti quand même, un sacré ressenti global dans le sens où on a pu voir des alternatives qui étaient très naissantes, comme des alternatives qui étaient ancrées là depuis 37 ans et qui fonctionnaient très bien. Et notamment une alternative où en fait c'est un jeune qui est sur le chemin de Compostelle et du coup il a racheté un truc, il y a juste des murs quoi. Et le gars en fait il a racheté son truc et il veut en créer une étape pour... il est dans le réseau Colibri du coup, ça s'appelle les Colibris de Compostelle et il part j'ai presque moins de zéro en fait quand on voit le truc, mais lui il était carrément dedans et en fait quand il nous expliquait son truc, en fait on le voyait quoi, il disait là je vais faire ça serait une petite salle associative et tout, en fait c'était vraiment le truc une ruine et il vivait à côté d'un étang dans une caravane, il filtrait l'eau de l'étang avec des filtres céramiques, il vivait il était hyper bien et voilà, petite anecdote que je trouvais c'était plein d'élan quoi, plein d'allant, c'était cool. Bonne question, on ne l'avait jamais posée dans ce sens-là. Une histoire insolite, c'était plutôt un projet insolite, peut-être que vous l'avez vu dans le teaser, pardon. Mais on est arrivé dans une île au Panama qui s'appelle Bocas del Toro, pour ceux qui sont déjà allés, c'est assez paradisiaque, c'est assez connu pour ses plages de sable blanc, etc. Et là, on nous a dit, vous faites un truc sur l'écologie, il faut que vous alliez voir, il y a un Québécois qui s'est installé et qui fait des châteaux, qui fait des maisons et un château avec des bouteilles en plastique. On s'est dit, ça, complètement fou, il faut qu'on aille voir ça, quoi. Et en effet, c'est un homme tout seul qui s'est installé là, qui est tombé amoureux du lieu, mais qui s'est rendu compte qu'il y a plein de touristes qui viennent chaque année, mais au Panama, il n'y a pas de système de recyclage.
et notamment des bouteilles plastiques, et même pas de système de ramassage des déchets à certains endroits. Et du coup, en fait, sur cette île, il n'y a pas d'eau potable. Donc tous les touristes, quand ils viennent en moyenne 3 jours, ils achètent des bouteilles d'eau et ils les laissent sur place. Et lui, il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais les ramasser. Donc ils étaient plusieurs, elle s'est dit, on va les ramasser. Mais une fois qu'on en ramasse 100, 200, 1000, 2000, qu'est-ce qu'on en fait? Et il s'est dit, on va en construire quelque chose. Et il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose de spectaculaire pour faire prendre conscience aux gens du problème. Et du coup, il en a fait un château. Et vraiment, je pense que des fois, quand on montre le documentaire, c'est ce qui fait rigoler. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi prendre conscience d'un problème qui peut passer un peu inaperçu. Mais voilà. Et donc, je sais pas, dans notre voyage, on ne s'attendait pas à avoir un village et des châteaux en plastique. Mais ça nous a bien marqué. Voilà. Je sais pas si c'était très insolite, mais voilà. Ça s'appelle le Plastic Village Bottle, quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Du coup, moi j'en ai une petite aussi, c'est plus, ça va pas être sur les projets, c'est plutôt sur la partie voyage, et, qui montre un peu la bonté en fait, des gens qu'on peut croiser partout, en fait, peu importe où on va, on trouve des gens qui sont prêts à nous aider et bienveillants. C'était à Dunkerque que j'y étais allé pour voir des projets, donc je devais rester une semaine là-bas. J'ai prévu un logement pour la première soirée, où j'avais via des contacts, donc j'avais un appartement où dormir. Et en fait, je cherchais un logement pour la suite, donc j'avais une tente, donc comme ça je pouvais dormir en tente, sinon j'aurais pris un auberge de jeunesse. Et donc je travaillais dans un parc le premier jour, et il y a une dame en fait qui est venue vers moi, j'avais mon sac à dos, et qui m'a dit, mais monsieur, vous êtes à la rue, si vous voulez j'ai une chambre, je suis une personne âgée, je m'ennuie un petit peu, quoi, j'ai du temps, et si vous voulez je peux vous héberger, quoi, ça me ferait très plaisir. Et donc moi j'ai trouvé, c'est incroyable, quoi. J'étais juste assis à travailler dans un parc. Cette personne est venue me parler et j'ai dit oui, en fait j'ai un logement pour ce soir et sinon je suis à Dunkerque pendant une semaine. Et oui, avec plaisir en fait. Et donc cette dame-là s'est retrouvée à m'héberger pendant une semaine et demie. Et c'est devenu un petit peu ma grand-mère, quoi, pendant ce moment-là. Et ça montre vraiment de la spontanéité de certaines personnes et de la bonté des gens qu'on peut rencontrer n'importe où. Quand on voyage avec un esprit un peu ouvert, quoi. Et voilà, je trouve que c'est très bluffant. Pas mal. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous avez envie de poser? Sinon, moi j'en ai pas mal. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y en a d'autres qui vous viennent, de lever la main. Ah, il y en a une par là. Vos expériences, ça me rappelle la phrase qui dit que c'est le voyage qui se construit chemin faisant, donc on le voit bien avec vos expériences. Et après j'aurais une question, ça m'a fait penser à une question pour toi Nico. Donc tu es parti avec une question de savoir répondre à la question est-ce que c'est toi qui as une idée, qui imagine des choses ou est-ce que c'est vrai? Du coup avec quelle réponse tu reviens? Et est-ce que du coup tu as des envies pour la suite? Est-ce que ça t'a inspiré pour un projet? Et du coup pareil, ça s'étend pour vos voyages à tous. Ouais, du coup, la conclusion de tout ça, quoi, c'est ça? Et avec quoi je reviens et quelle est mon idée? Du coup, sur ma question de base, est-ce que je me voile la face? Est-ce que je fais que renforcer mes croyances? Ma réponse personnelle, c'est non. En fait, mais avec beaucoup d'honnêteté, finalement. Et voir que c'est un mouvement qui est finalement pas si naissant que ça, en plus. Et qui prend une grosse ampleur. Parce que du coup j'ai vraiment élargi mon champ de vision, parce que quand on commence à regarder ce genre d'initiative, on finit par, en fait, c'est comme ton fil Facebook, en fait tu finis par t'abonner que aux mêmes trucs qui sont dans la même mouvance, et t'as l'impression de voir plein de trucs, et que c'est de plus en plus, mais en fait c'est parce que on ne propose qu'un même filon, quoi. Et ça fausse complètement le truc. Donc en gros j'ai dézoomé, et même en dézoomant je me rends compte que même les choses qu'on pourrait croire qui sont négatives et mauvaises, par exemple le surplus d'informations qui nous noie complètement, je finis par le voir comme quelque chose de positif, parce que ce que ça amène, c'est à nous poser plein de questions. Parce qu'il y a tellement d'infos, on est tellement noyé, qu'on fait quoi? On revient aux fondamentaux. Donc un produit alimentaire, c'est tellement opaque que tu finis par faire tes trucs toi-même, tu finis par... Donc en fait, je reviens un peu avec ça en voyant que c'est des exponentiels, tout va de plus en plus vite, ça va vraiment vite comme l'information par exemple. Mais finalement, c'est quand même quelque chose qui fait que ça crée
le pendant, quoi. Le truc inverse, la réaction inverse, on se questionne tous, du coup, de plus en plus. Donc, hyper bien. Et pour répondre à ta seconde question, qui était la suite, ouais, il y a carrément une suite, il y a carrément plein d'envies, et en fait, là, on a fait Paris-Montpellier, en faisant des gros détours quand même, mais là, l'idée, ça serait d'aller couvrir, par exemple, la Bretagne, parce qu'en Bretagne, c'est aussi hyper mobile, enfin, il y a plein de régions qu'on n'a pas faites, et voilà, la volonté, ça serait... La France, c'est vraiment merveilleux, moi j'adore. En fait, à la base, je voulais partir en Europe jusqu'à Oslo et faire ça, mais en Europe. Et en fait, au final, je pense qu'on va d'abord... Enfin, en affinant, on s'est rendu compte qu'on va vraiment resserrer, tu vois, ces liens qui existent déjà en France, parce que ça fourmille, ça foisonne, il y en a vraiment partout. Et d'ailleurs, cette série s'appelle « Cette forêt qui pousse », c'est le nom de la série, telle qu'elle va sortir. Parce qu'en fait, on va montrer toutes ces jeunes pousses qui sortent de partout, qui constituent la forêt de demain, enfin, la forêt résiliente par un grand arbre qui tombe. Voilà, c'est l'idée. Donc il y aura une suite carrément, et du coup on va s'appuyer sur la diffusion des épisodes pour faire rayonner le truc et puis monter un prochain projet qui sera en France ou peut-être en Europe. Voilà, ça reste ouvert. Voilà, merci pour la question. Alors moi j'avais une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez eu des peurs avant votre voyage ou pendant votre voyage? Et si oui, comment vous avez pu les surmonter et continuer d'avancer, voilà. Et est-ce que ça vous a fait avancer? Une de nos peurs quand on est parti, c'est on avait la croyance qu'il fallait vraiment tout programmer. On s'est dit, on part que 6 semaines, finalement c'était peu par rapport à d'autres personnes qui partent 6 mois ou 1 an en voyage. On s'est dit, il va falloir qu'on cale qui on va voir, se renseigner sur les projets, pour avoir des questions pertinentes à poser. En plus on parle pas très bien l'espagnol, alors va falloir, pour avoir des échanges intéressants, bien travailler notre truc. Et puis en fait on s'est rendu compte qu'on avait le lieu, au début c'était Panama City, avec cet énorme événement qui était les JMJ. Et on avait notre dernière semaine qui était programmée. On savait qu'on était à San José, la capitale du Costa Rica, et qu'on était hébergé chez une famille. Mais sinon, on n'avait pas prévu grand-chose. Et on s'est dit, mais comment on va rencontrer des gens inspirants? Et en fait, c'était notre grande peur. Finalement, on part avec un documentaire. Est-ce qu'on aura du contenu? Est-ce qu'on va avoir des échanges intéressants? Et on s'est rendu compte que ça se fait au fur et à mesure. Qu'en étant curieux, tu le disais, en fait, et spontané dans ta démarche, et tu as des gens qui sont heureux de te répondre, et puis s'ils veulent pas te répondre, ils te répondent pas. Mais voilà, si tu es spontané dans ta démarche et que tu l'expliques, il y a des gens intéressants qui arrivent, et après, d'une personne, tu la questionnes sur son environnement, elle te donne le contact d'une autre personne, et ça se fait un peu au fur et à mesure. Et les jours où on n'avait vraiment rien, on a fait du micro-trottoir. Et là, c'était vraiment sortir de sa zone de confort, ça fait super peur. Déjà en France, là on s'est dit, au pire on a la barrière de la langue comme excuse, s'ils n'ont pas très bien compris, notre question, on la reformule, voilà. Mais donc voilà, ça c'était une grande peur, et une fois qu'on la dépasse, sortir de sa zone de confort, ça fait du bien, et une fois qu'on a des bons échanges, on est content, voilà. Mais c'était une grande peur. Et moi, j'avais peur quand on a fait ce tour à vélo de tomber sur des personnes qui ne seraient peut-être pas forcément capables de parler devant la caméra et de finalement se dire mince, le fond repose une partie sur notre road trip, mais une grande partie sur les personnes qu'on allait rencontrer. Donc chaque épisode allait porter sur 1 ou 2 personnes qu'on allait rencontrer. Il aurait suffi qu'une personne aurait été un peu intimidée par la caméra. Ça aurait en gros foiré l'épisode, et en fait pas du tout. Vraiment, on a eu à chaque fois des personnes très inspirantes qui étaient finalement à l'aise et qui nous ont donné tellement de clés. Et même d'ailleurs le plus étonnant, c'est vraiment de voir à quel point ces personnes justement apportaient un éclaircissement par rapport à des cheminements de pensée. C'était assez magique, très inspirant et beaucoup plus riche que même je l'imaginais. Je savais que ça allait être intéressant de partir à la rencontre de ces alternatives, mais vu que on connaissait pas en tout cas même moi j'étais parti un peu dans cette idée, tiens, on va voir des points sur la carte, on les connaît pas trop, on fonce quoi. Et finalement à chaque fois, des surprises en surprises.
vraiment. Donc des peurs se sont finalement avérées fausses, quoi. Voilà. Un petit mot assez rapide. Sur les peurs, en fait, c'est même au-delà des peurs perso, parce que bah, on en a tous forcément, c'est plus les peurs qu'on te colle. Tu vois, quand tu lances un truc, la famille, les amis, tu expliques ton projet, et en fait, tu sais pas tout ce qui va se passer, tu sais pas quel est l'itinéraire par où tu vas passer. Donc on te pose des questions, t'as pas forcément toutes les réponses encore, mais toi tu sais que de toute façon, tu les trouveras bien au bon moment, ces réponses. Sinon tu fais rien, si tu devais tout savoir à l'avance de ton projet, en fait tu n'auras rien quoi. Et en fait c'est plus ça moi qui a été hyper délicat, enfin en tout cas au final j'ai trouvé ça assez riche parce que ça m'a permis de bosser. Ça, enfin tu vois, de gérer les peurs des autres quoi. Ouais mais comment tu vas faire? Ouais mais t'as pas ça, ouais, mais attends, et puis l'argent, et puis voilà, non ok c'est pas grave, laisse tomber. Hein. Au final t'écoutes le truc et puis go quoi. Il y a une fable, un conte soufi qui est hyper beau, donc je ne saurais pas le raconter, désolé, je vais peut-être spoiler un peu, mais en fait, pour le résumer, c'est une course de grenouilles qui a lieu dans la montagne. Toutes les grenouilles, elles doivent monter en haut, atteindre le sommet, donc tu as une foule de grenouilles qui applaudissent et qui... Voilà, et donc elles montent, elles sont une centaine, et puis au fur et à mesure, elles abandonnent. Et puis il y en a de moins en moins, et puis en fait, tu entends la foule qui dit mais arrêtez, vous êtes fous, vous n'allez pas y arriver, arrêtez, vous êtes fous, vous n'allez pas y arriver, c'est trop dangereux. Et ils abandonnent, il n'en reste plus que deux, et arrivé au sommet, ben, il n'en reste plus qu'une. Et il se trouve que cette grenouille qui est arrivée au sommet, elle est sourde. Et en fait, c'est ça l'histoire. En fait, ça résume exactement ce que je voulais dire par le fait de ok, les peurs, c'est les vôtres, c'est pas les miennes. Je les entends, mais me les collez pas. Enfin, tu peux pas empêcher les gens de parler, donc c'est à toi de gérer ce truc. Et, voilà, c'était plus par rapport à ça. Pas mal, belle anecdote. Ouais, bah, je partage complètement ce point de vue-là. Et moi, ce qui m'a... Et après, du coup, les peurs, on les intègre aussi un petit peu, dans le sens aussi... Moi, par exemple, la peur un peu d'aller vers les autres, des fois, où on se dit, bon, bah, je vais me déplacer en stop. Est-ce que je pourrais pas faire autrement et prendre le bus aujourd'hui, quoi. Et aujourd'hui, pareil, ça m'est arrivé aussi de dormir en allant toquer aux portes des personnes, dans une ville, dans un village, en Allemagne, enfin en Belgique, en Allemagne et au Danemark. Donc on se dit, waouh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je suis vraiment obligé de faire ça? Et ces peurs-là, en fait, elles sont très vite levées dès qu'on va vers les autres. Et pour l'exemple du logement, dès que j'allais toquer à la première porte et que je voyais la réaction des personnes qui étaient tellement bienveillantes face à ma demande, alors que j'étais un inconnu parfait, que je parlais pas leur langue en Allemagne, en Allemagne surtout, quoi. Ouais, désolé. Et que je parlais pas leur langue, donc la bienveillance des personnes et l'aide qu'il m'a apportée, ça m'a levé toutes les peurs en fait. Non, c'est assez incroyable. Est-ce que vous avez des questions Ouais. Bon, j'ai pas besoin de micro. Si, parce qu'on vu qu'on enregistre et qu'on filme, du coup, c'est plus simple. Alors, du coup, l'anecdote de Nicolas fait penser à une citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». Sinon, j'avais une question. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une démarche comme celle-là? Quelle petite erreur il pourrait éviter suite à l'expérience que vous avez? Voilà. Qui veut se lancer? Moi, le conseil que je peux donner, qui m'a le plus aidé, c'est d'écrire clairement, ou de ressentir clairement ce pourquoi il fait ça. Mais vraiment, même le ressentir, c'est même mieux, parce que l'écrire, de toute façon, ça limitera ce pourquoi on veut le faire, mais de vraiment écrire le truc clairement, et parce que quand tu fais un projet, c'est long, et il y a certains écueils et tout, mais en fait, quand tu es un peu noyé sous l'eau, que tu es pollué par plein de trucs, te rappeler pourquoi tu fais ça, quoi. Quand tu sers à une cause qui est plus grande que toi, ça t'aide vraiment, c'est hyper moteur. Et moi, dans les moments un peu durs, je me rappelais ça, quoi. Mais pourquoi je fais ça? Et en fait, ça, c'est vraiment hyper puissant. Ok, je le fais, il y a une raison qui est grande, et vas-y, on y va. Et du coup, bah, je pense que c'est... Ouais, moi, c'était mon petit truc. Si j'avais un petit conseil à donner, ce serait ça. Revenir à pourquoi tu fais ça, quoi. Et moi, c'est plutôt sur l'aspect technique. Des fois, ça bloque des gens qui veulent se lancer dans un projet. Par exemple, nous, au début, on s'est dit, oui, allez, on va faire un documentaire, on va les filmer. Mais en fait, on ne sait pas faire, on n'avait pas de caméra, on avait les appareils photo
un appareil photo, on n'avait pas trop de technique. Et ça nous a bloqué au début. On s'est comparé, on a regardé plein de documentaires, on s'est dit oh, en fait il y en a plein de gens qui en font et ils sont des super appareils, des super micros et tout. Et en fait je pense que les meilleurs conseils c'est faut se lancer. Il y en a 10 000 qui ont fait ça, mais pas comme vous. Donc faites-le et puis ça touchera peut-être des gens, d'autres personnes. Ça inspirera d'autres personnes. Donc faites-le. N'ayez pas peur de vous former, même des formations à prix libre, il y en a plein, même sur internet. Enfin, il y a maintenant plein de manières de se former. YouTube, les tutos, c'est magnifique. Et faites-vous aider. Par exemple, nous, vous avez vu peut-être dans la bande-annonce, il y a du motion design, donc des dessins. Ça, on avait trop envie, mais ça prenait trop de temps de se former. Et ben, on a mis une annonce. Finalement, c'est un étudiant qui nous a dit ah ben moi, j'en aurais peut-être, je sais faire, et j'en aurais peut-être besoin pour mon book. On lui a dit ben si on a des financements, on te payera. Est-ce que ça te va? Il nous a dit ok. Finalement, on a eu des financements, on lui a passé quelque chose, et puis voilà. Donc tout le monde est content à la fin. Donc se former, ne pas avoir peur de pas avoir toute la technique, et puis ça viendra, et se faire aider. Il y a plein de compétences partout. Voilà. Un conseil majeur, je pense qu'effectivement, moi je suis partisan de sauter dans le vide et réfléchir ensuite au parachute. Parce que très souvent on a peur de se tromper, on se dit ah mais oh, je vais manquer de quelque chose, etc. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où on lance quelque chose, soit bah, c'est une réussite et c'est super, ou soit on se trompe, et dans ces cas-là c'est un apprentissage et donc c'est super aussi. Voilà. Alors il ne nous reste pas beaucoup de temps ensemble parce que malheureusement nos créneaux sont assez courts. On avait envie de vous partager pas mal de projets différents. Donc j'ai encore une ou deux questions que je tiens à vous poser. Un petit point sur la façon de voyager, vos moyens de transport que vous avez utilisés, comment vous les avez choisis, voilà. Et puis sur votre analyse un peu de ça, d'un point de vue écologique, c'est pas pour te coincer parce que vous avez pris l'avion, c'est vraiment pas du tout ça, mais savoir quel regard vous portez là-dessus. J'imagine que vous en avez discuté entre vous, que ça a fait l'objet de certains choix et que c'est intéressant de les partager. Donc voilà, votre petite analyse et puis expliquer peut-être aussi en deux mots avant comment vous avez voyagé, comment vous vous êtes déplacé surtout. Bon bah nous on a le moyen le moins écolo de voyager, mais pour traverser l'Atlantique on avait il y a d'autres moyens. On peut faire du bateau stop, on peut prendre le bateau, mais on n'avait pas beaucoup de temps, donc c'est vrai que l'avion ça paraissait la seule solution. Mais ça nous a beaucoup questionné, notamment en présentant notre projet. On va faire un film sur l'écologie, mais on part et on prend un vol transatlantique, c'était pas très cohérent. Mais bon, on partait avec cette charge-là, et après on espérait que ce qu'on allait filmer, là-bas on essayait d'avoir le moins d'impact possible en rentrant aussi. C'est peut-être pas assez, mais voilà, c'était les contraintes de notre voyage au début. Voilà. Après sur place, c'est vrai qu'il y avait plein d'autres manières de voyager. On a pris beaucoup le bus. C'était quoi la question? Si, c'était sur le voyage, la manière de voyager. Le mode de déplacement. Le mode de déplacement. Et si quand même sur le mode de voyage, on essayait d'être dans les rencontres le plus possible, et du coup aller chez l'habitant le plus possible aussi si on pouvait. Et ça c'est aussi une autre manière de voyager qui est plus dans l'humain, je pense, et c'est vraiment très très enrichissant. C'est pas très reposant, ça c'est aussi un conseil qu'on n'avait pas eu avant de partir. En fait, d'aller chez l'habitant, à chaque fois on se représente, c'est super enrichissant, mais il faut être présent mentalement à 100%, surtout quand c'est pas notre langue et surtout au début quand on commence à l'apprendre. Donc des fois pour faire des pauses cérébrales entre guillemets, on prenait une nuit en auberge de jeunesse où ça faisait aussi une pause dans le voyage et on réfléchissait à la suite entre nous. Mais bon, voilà, un peu alterner entre les deux, je pense que c'est sur le long terme c'était bien pour finir l'aventure dans des bonnes conditions. Voilà. Eh ben nous, c'était en vélo, du coup. Non, je voulais dire un truc.
Ah oui, le vélo, en fait ce que je trouve cool, c'est que ça détend vachement l'approche, quoi. Non mais c'est assez incroyable, c'est incroyable, enfin je sais pas, il y a un truc qui se passe quand t'es en vélo, je trouve que tout le monde est hyper sympa. Alors, peut-être que je suis bisounours, j'en sais rien, non mais franchement c'est vrai. Et on propose des trucs, on t'aide, enfin la discussion elle se fait hyper simplement, il y a toujours un sujet de discussion qui vient. Du coup c'est sympa, tu débarques n'importe où et en fait c'est cool. Enfin, voilà, moi c'est ce que je retiens du coup le vélo. Si bah, vous hésitez à faire du vélo en vacances, n'hésitez pas parce que franchement moi j'adore ça, du coup je fais ça tout le temps maintenant. Enfin, quand je pars en vacances, j'essaie quand je peux de faire un peu de vélo. Voilà, c'est cool. Et je vais juste compléter, c'était moi en tout cas la sensation que j'ai eue à faire ce voyage en vélo, c'est tout simplement de se dire qu'entre chaque étape et chaque lieu, eh ben, ça a portée de vélo, ça à côté quoi. Si tu prends ton vélo, y aller quoi. Donc en cas de pénurie ou d'effondrement, bah, tout est possible et tout est connecté quoi. Voilà, c'est pas mal. Moi, mon voyage, c'était en stop principalement. J'ai pris un petit peu le train et le bus. Et le stop, c'était surtout un moyen de rencontrer les gens aussi. Parce que quand on va avoir des projets, on rencontre une certaine catégorie de personnes. Quand on fait du stop, on rencontre des personnes qui sont complètement différentes et qui prennent un stop déjà. Donc, bon, voilà. Et ça permet de voir une grande variété de personnes et de leur parler de tout et n'importe quoi, d'entendre ce qu'ils font dans la vie. Et c'est super intéressant, super enrichissant. Après, je rejoins l'aspect où il faut être présent mentalement. Et ça demande beaucoup d'énergie, on ne s'en rend pas compte tout le temps, mais on s'habitue. Et ça vaut toujours le coup, même quand on est fatigué, on se rend compte que ça valait le coup de faire du stop quand même. Et sinon, je rejoins aussi la partie vélo, parce que à cause du Covid, je me suis dit que rentrer du Danemark en stop, ça allait être compliqué, donc je suis rentré à vélo et un peu en train aussi. Et ouais, le vélo, au début, moi j'étais en mode, bon, je vais rencontrer moins de personnes quand on sort du stop, et c'est un peu dommage. Et en fait, on rencontre des personnes différentes, mais il y a aussi énormément de personnes qui viennent vers nous parce qu'on fait du vélo et c'est super intéressant. Donc, je referai un voyage à vélo, je pense. Et bah, ça m'a convaincu. Je conseille. Merci. Alors, j'ai une dernière question que j'ai envie de vous poser avant qu'on passe à la table ronde suivante. Enfin, c'est une demande, c'est pas vraiment une question, mais est-ce que on avait préparé ça avant, donc j'espère que vous avez du coup révisé et préparé. Non, juste en un ou deux mots, enfin vraiment une phrase très courte. Donnez chacun 3 raisons de se lancer dans un voyage engagé. Voilà, selon vous. 3 bonnes raisons de se lancer dans un voyage engagé. Et puis après on passera à la table ronde sur le Brésil. Voilà. Ok, je sais plus ce que j'avais préparé, alors je vais improviser. Non, je pense que c'est un voyage engagé, ça permet de rencontrer plein de monde, peut-être vivre son voyage plus intensément par les rencontres. C'est aussi vivre son voyage après l'avoir vécu. Enfin, par exemple, nous, là, on diffuse, on rencontre, on fait des débats, et en fait, on vit encore notre voyage. Donc, on n'est pas obligé de partir tous les 4 matins à l'autre bout du monde. En fait, on vit encore notre voyage beaucoup plus longtemps. Et c'est super enrichissant. Et finalement, voyage engagé, c'est aussi faire voyager les personnes qui ne voyagent pas. Enfin, les personnes qu'on rencontre, en fait, on vient à elles, et puisqu'elles échangent avec nous et que nous, on vient d'ailleurs, enfin, voilà. Donc c'est se faire voyager soi-même et faire voyager les autres. Voilà, ça fait 3. Alors une bonne raison, moi j'ai commencé par un discours un peu alarmiste. Moi je pars du principe qu'effectivement on est dans une situation environnementale assez catastrophique. Et de l'autre côté, il est trop tard pour être pessimiste. Donc autant incarner le changement que tu veux voir. Voilà. La punchline. Trois raisons, tu as dit, je mettrais donc le partage, parce que c'est hyper cool de pouvoir expérimenter le partage en vrai, un partage hyper sincère, hyper naturel, enfin voilà, l'expérience du partage. La compréhension de la société, parce qu'au final c'était aussi pour ça que j'étais parti, voir ce qui se passe sur le terrain et pas au travers d'un filtre des médias ou n'importe quel autre filtre. Donc la compréhension du monde dans lequel on vit, en tout cas de la société française, hein, si je peux pas faire d'extrapolation. Et le dernier, c'est la compréhension de soi, parce que de toute façon, toutes les rencontres que j'ai pu faire,
c'est que des miroirs de moi-même, hein, sans rentrer dans de la psychologie, mais au final c'est vrai, enfin en tout cas moi je l'ai vraiment senti comme ça. Donc un formidable moyen de me comprendre davantage, voilà, des belles clés de compréhension. Du coup, moi, ça serait, si je te donne 3 points, ça serait le premier, le plaisir. Parce que quand on fait un voyage comme ça, c'est parce on se fait plaisir à soi, on s'écoute en fait, parce qu'on a envie de faire un voyage engagé comme ça, ou un voyage autrement que par le tourisme classique. Donc on s'écoute et on se fait plaisir. Le deuxième, ça serait l'ouverture, parce que quand on a des modes de voyage un peu alternatifs ou des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, on a facilement accès à plein de choses du commun et à plein de réalités de vie différentes auxquelles on n'a pas accès lorsqu'on voyage la tête dans le guidon, on a un programme, on fait des choses, on va voir des... Enfin voilà. En faisant un voyage alternatif, c'est ce que ça permet. Et le troisième, c'est l'inspiration aussi, parce que je me suis beaucoup rendu compte, en faisant du stop, en parlant de ce que je faisais aux gens, en fait, ça réveille un peu de rêve chez les personnes qui disent « Ah bah tiens, moi j'adorerais faire ça, mais jamais j'oserais » ou « Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune, je faisais du stop » ou des choses comme ça. Et c'est super intéressant de créer ces sentiments-là chez les autres, et que peut-être ça va lancer d'autres inspirations, et que voilà, après on peut tous avoir un impact positif justement dans ce cadre de la transition de l'état actuel des choses. Ça permet d'inspirer et de propager un peu ces idées-là. Merci à tous les quatre pour vos témoignages. Si vous êtes curieux, que vous avez encore plein de questions à leur poser, maintenant vous les avez identifiées, donc vous pourrez les trouver. On héberge les porteurs de projets tout le week-end ici, c'est aussi pour qu'ils puissent passer du temps là et puis que pour pouvoir échanger avec le public qui a envie d'en savoir un peu plus. J'en profite pour aussi préciser qu'on filme les interventions et que donc si vous en loupez ou si vous voulez conseiller certaines personnes d'en voir, on va les diffuser prochainement suite au festival. Elles seront sur notre chaîne YouTube des Vagabonds. Et donc vous pourrez aussi en profiter et en faire profiter d'autres si vous le voulez. Merci à vous, on va libérer la place.